Bienvenue pour cette deuxième journée de workshop. Nous sommes très heureux de vous accueillir et en présentiel et pour tous les gens qui nous suivent en direct. Avant d'introduire peut-être quelques toutes petites préoccupations matérielles, pour ceux qui ont le souhait de se connecter au Wi-Fi quand il marche, juste une petite précision, c'est un L minuscule et non pas un I. Voilà, moi j'ai passé la journée hier avec I, ça marchait pas, c'est un L minuscule. Et pour tous ceux qui sont en présentiel, je vous rappelle l'existence de cette petite salle relax juste à côté, sur laquelle vous pouvez d'ailleurs continuer à écouter les conférences puisqu'elles sont diffusées, aussi vous rafraîchir, trouver toute la documentation que vous voulez, éventuellement échanger, sachant que nous allons une nouvelle fois partir sur une journée très dense avec 4 tables rondes, des témoignages, un focus, et nous en sommes très contents. Je laisse immédiatement la parole à Cathy Courbet. Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette deuxième journée, matinée où nous allons débattre, creuser, questionner la question et de la diversité et de la diversification dans nos lieux. Et donc cette première table qui est intitulée très explicitement diversifier, donner vraiment sa place à tous les publics et au-delà de ceux habitués à nos offres. Alors, en guise de petite introduction, et peut-être vous rappeler quelque chose que vous avez déjà noté, que vous avez repéré, c'est que l'été dernier, en août dernier, l'ICOM a approuvé une nouvelle définition du musée qui affirme certains des changements majeurs dans son rôle social et sociétal. Et le musée est donc défini, et je cite, comme ouvert au public, ça existait déjà dans la précédente définition, accessible et inclusif, et il encourage la diversité et la durabilité. On est dans notre thème pleinement, là, pour le coup. Et diversifier, donc cette mission qui nous est donnée et qui ne date évidemment pas d'août dernier, hein, c'est une mission qui anime les institutions culturelles, les services de médiation, les services éducatifs depuis de nombreuses années, bien sûr. Ça nous a mené collectivement à favoriser la rencontre avec l'œuvre en poursuivant de nombreuses actions d'accompagnement, d'adaptation, de plus en plus co-construites, on le verra. Et force est de constater que ces offres adaptées se multiplient dans un souci d'inclusivité toujours plus marqué. Alors hier matin, pour ceux qui ont assisté à la table inaugurale, on a partagé assez largement la difficulté de faire passer la porte de nos lieux, que ce soit physiquement ou symboliquement, pour tous ceux qui ne se sentent pas légitimes ou autorisés. Alors, on sait aujourd'hui dresser le profil d'un public et d'un visiteur habituel, on le nommera comme ça, de nos institutions, mais il est toujours plus complexe et surtout plus sensible d'appréhender tout le panorama des publics qui ne le fréquentent pas finalement. Alors cette distance, ce frein peut relever de motifs finalement assez variés qui peuvent aller du choix, ou en l'occurrence plutôt du non-choix. Si par exemple, on peut imaginer que certains pensent que l'offre ne leur est pas adaptée, je pense par exemple aux tout petits, pour lesquels un parent pourrait considérer que sa place n'est pas dans un musée ou dans un lieu d'exposition. Mais aussi évidemment être dû à un éloignement culturel ou encore un empêchement physique, qu'il soit géographique ou contraint par un handicap. Alors, les questions dont on débattra ce matin, c'est effectivement comment assurer à ces publics le sentiment que les portes leur sont grandes ouvertes, comment faire entrer nos offres culturelles dans le champ des possibles et des besoins et des attentes d'un public qui diversifié, pleinement diversifié, et tenir à tous l'expérience la promesse d'une expérience de visite maximisée, on va dire ça comme ça pour le moment. Je ne sais pas s'il faut encore démontrer à chacun que tout le monde a quelque chose à trouver dans les lieux et à la fréquentation et à la proximité d'une œuvre d'art. En tout cas, il est très certain que chacun a certainement beaucoup aussi à apporter à la fréquentation de nos lieux de culture. Alors pour débattre de cette question autour de la table, tout un tas d'expériences, de propositions, de projets qui ne se cantonnent pas d'ailleurs au monde des musées, hein, qui ouvrent aussi sur le monde de la musique. Alors je vais vous présenter dans l'ordre
à côté de moi. Vincent Beltramo, qui est secrétaire général en charge du développement des publics de l'aéronef scène de musique actuelle de Lille. Céline Chevalier, qui est ma collègue, chargée de projet de développement des publics au Palais des Beaux-Arts. Juste après, nous avons Laurence Herman, coordinatrice du service au public du pôle muséal de la ville de Mons, en Belgique. Sarah Matera, directrice de Mille Formes, initiative de la ville de Clermont-Ferrand en partenariat avec le Centre Pompidou. Judith Pargamin, directrice du musée d'histoire naturelle de Lille. Et enfin, Christine Rigaud, déléguée artistique et pédagogique de Fine Oreille, projet de l'Opéra de Lille. Voilà. Donc pour aborder ce sujet ce matin et tenter de structurer un peu nos réflexions, je vous propose 3 grands axes, 3 grandes questions auxquelles nous allons tenter de répondre. D'abord, comment cette prise en compte de la diversité de nos publics se matérialise-t-elle aujourd'hui ? Sommes-nous tous suffisamment dotés pour y arriver ? Et enfin, comment cette offre infuse-t-elle l'offre classique de nos lieux ? Alors pour commencer très concrètement, à parler de la place consacrée à ces publics et pour lesquels une adaptation est nécessaire, et quels sont les publics que nous visons ici. Je propose alors de vous faire réagir, peut-être commencer par Christine, qui lors de la préparation évoquait le public Fine-Oreille et sa spécificité. Oui, alors le premier objectif de Fine-Oreille, et je vais dire ce que c'est parce que Fine-Oreille, c'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent. Le premier objectif en fait, de l'opéra, quand il a créé en 2015 Fine-Oreille, quand Caroline Sonrier a décidé de créer ce gros bateau au sein de l'Opéra de Lille, c'est en effet d'amener de nouveaux publics à découvrir le monde de l'opéra. Comment ? Par ce dispositif qui est un dispositif de pratique artistique, de pratique chorale, de pratique vocale, organisé, donc porté par l'Opéra de Lille, avec le soutien de la DRAC, le soutien aussi de certains mécènes, comme par exemple la Fondation Société Générale. Par quels moyens donc on amène ces publics, et pas tous ces publics, mais une petite partie de ces publics, des publics dont on va parler tout à l'heure, une petite partie, c'est-à-dire leurs enfants. Petite partie, c'est relatif parce que cette année, par exemple, Fine-Oreille, c'est 340 enfants qui vont vivre l'expérience Fine-Oreille pendant cette saison et peut-être pendant les saisons à venir parce que c'est un dispositif qui n'est pas un dispositif one-shot, qui peut s'étaler sur plusieurs saisons. Et en tant que délégué artistique, avec l'équipe Fine-Oreille, c'est ce que je souhaite, que ce dispositif ne soit pas un dispositif juste de voir et de partir. Donc, on donne en fait une éducation artistique à ces enfants. Ces enfants sont âgés de 8 à 12 ans. Ça, c'est le noyau central de Fine-Oreille. Fine-Oreille s'étend aussi. Il a été, on va dire, augmenté avec les années parce que depuis 2015, le projet a évolué. Il innove, en fait. Donc ces enfants de 8 à 12 ans sont répartis en 18 ateliers. Il y en a même 19. Le 19e, on va dire, il n'est pas à la fin, loin de là. Il s'inscrit vraiment dans la table ronde que j'ai vue hier, c'est-à-dire comment l'art peut soigner. C'est un atelier, on en reparlera peut-être, qui est au sein de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. La pratique artistique, je vais juste dire 2 mots, c'est important. Comment est-ce qu'elle s'opère ? Elle s'opère en 2 temps. Le premier temps, c'est le volet pédagogique, en fait. Donc, l'Opéra de Lille envoie des chefs de chœur. Nous sommes 8 chefs de chœur, dont je fais partie, 8 chefs de chœur de la région des Hauts-de-France, à partir de l'Opéra de Lille, en tout cas à être engagés par l'Opéra de Lille, pour aller chaque semaine, pendant 1h30, former ces enfants à la pratique artistique. On y reviendra aussi, mais la pratique artistique de Fine-Oreille, c'est la pratique de l'instrument voix. L'instrument voix. Ça fait sens, évidemment, au sein d'un opéra où la voix est magnifiée. Ça fait sens aussi pour plusieurs raisons. La voix n'est pas l'instrument le moins cher. On ne prend pas la voix à Fine-Oreille parce que c'est l'instrument qui ne coûte rien. On n'a pas besoin d'acheter un violon ou bien d'arriver à trouver des fonds pour donner un violon à un enfant. On le prend parce que c'est un instrument qui, depuis une vingtaine d'années, a retrouvé ses lettres de noblesse grâce à des précurseurs, des pédagogues de la voix, dont Brigitte Rose fait partie. Brigitte Rose, c'est la dame, une grande pédagogue de la voix en France, à qui Caroline Sonrier
Caroline Sorier est allée la chercher à Montbéliard, où elle était dans des conservatoires, et où elle avait fait l'expérience dans des écoles de musique, dans les conservatoires, de faire que l'enfant qui entre dans le conservatoire ne fait pas du chant juste pour former son oreille pendant quelques mois, et puis ensuite, enfin, il prend l'instrument noble, c'est-à-dire le violon, le piano ou la trompette. L'enfant entre au conservatoire et il peut s'inscrire dans une filière voix. Ça, c'est vraiment très important. Ça redonne à la voix toute sa place et ça permet de dire que la voix est un instrument à part entière et qu'il peut former de manière complète un enfant. Alors c'est là-dessus qu'on s'est appuyé, c'est là-dessus que Caroline s'est appuyée pour former en fait Fine-Oreille, pour fonder Fine-Oreille. Et donc l'éducation que ces enfants donnent, que ces chefs de chœur donnent à ces enfants toutes les semaines est une éducation exigeante. Le deuxième volet, c'est le volet artistique, c'est-à-dire qu'après que l'opéra se soit déployé dans ces lieux, ces territoires que je vais définir rapidement, bientôt, l'opéra rassemble ces enfants, va chercher ces enfants, et je dis bien va les chercher chez eux, là où ils sont, pour ensuite les amener à l'opéra, les réunir et faire qu'ils participent chaque année à un spectacle, à un projet, que ce soit un opéra avec une commande des fois, ou bien une adaptation d'une œuvre du patrimoine, ou bien les idées sont là, la créativité est là. Et donc ces enfants se réunissent pour participer à cet opéra. Ces enfants et donc ces publics, qui sont-ils? Oui, ce sont les ateliers sont dans des zones rurales, par exemple. Je vais citer Grenay, ils sont dans des zones, ils sont loin d'ici, par exemple à Denain, ils sont dans des zones, dans des quartiers prioritaires, ça c'est quand même la majorité des ateliers, et puis il y a des quartiers qu'on va dire moins défavorisés, à Villeneuve-d'Ascq par exemple, ce qui permet la mixité et donc ce qui permet à tous ces enfants venus de tous les Hauts-de-France, plus particulièrement du Pas-de-Calais et du Nord à cause de la distance géographique, pour amener ces enfants à l'Opéra de Lille, ils viennent ensemble participer à une œuvre artistique, c'est-à-dire une fois qu'ils ont des outils en fait au niveau de l'instrument voix, au niveau de ce que c'est que la scène et comment je dois m'y comporter, eh bien ils viennent s'immerger dans l'artistique, dans la réalité artistique, ils viennent découvrir les codes de l'opéra, ils sont traités comme des artistes avec toute l'équipe de production, avec l'équipe technique, avec tous ceux les artistes invités qui viennent avec eux participer à cet opéra. Voilà. Donc ça c'est un petit peu Fine-Oreille et donc au niveau des territoires, on est dans ces zones rurales et ces zones quartiers prioritaires, mais aussi avec des quartiers plus favorisés. Voilà. À peu près, pour ne pas passer une heure sur Fine-Oreille. Bien sûr. C'est intéressant. Si ça suscite des réactions, ça me donne quand même envie, Sarah, peut-être de vous laisser la parole au sujet de Milleformes, justement sur cet ancrage au territoire et sur justement la manière dont un dispositif comme celui-là peut être proposé au public familial, je pense, près de Clermont-Ferrand. Oui, alors Milleformes, c'est un projet donc, qui a vu le jour en décembre 2019. C'est un centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans qui a été souhaité par la ville de Clermont, par son maire Olivier Bianchi, et qui est en partenariat avec le Centre Pompidou. Donc c'est un projet en fait qui a été co-conçu avec le Centre Pompidou. Dans Milleformes, en fait, on invite des artistes à proposer des œuvres interactives, des dispositifs artistiques, des ateliers à l'attention des 0-6 ans et de leurs accompagnants. Donc on propose en fait des immersions, on va dire, dans la création, qu'elles soient en famille, également entre amis, mais aussi on reçoit bien sûr des groupes, des maternelles, on reçoit les crèches, on reçoit les RAM, les assistantes maternelles. Voilà, c'est un projet dans lequel on immerge vraiment les tout petits dans la création. L'idée, c'est de travailler avec des artistes pour concevoir des dispositifs. Bien sûr, ces dispositifs sont interactifs, donc on est vraiment sur des œuvres, on va dire, plus particulières que celles qui peuvent être effectivement quelquefois présentées dans les musées. On n'observe pas juste, on participe. Et on le sait, les tout petits ont vraiment
aussi ce besoin de manipuler, d'interagir, d'expérimenter avec les éléments. Ça les aide à la fois à comprendre et à penser. Et c'est pour ça en fait que sur Milleformes, on est vraiment sur de l'interaction en fait en direct avec les œuvres. Ce lieu, il a été conçu, alors c'est un espace de 700 mètres carrés qui est dans une ancienne boutique de vêtements en plein centre de Clermont. Il a été conçu avec une designer qui s'appelle Laure Jaffuel, qui a proposé un espace qu'on souhaitait à la fois ouvert à toute forme de création, puisqu'on travaille avec différents artistes. On a vraiment une pluralité des champs artistiques qui y est proposée. On travaille avec des designers, avec des chorégraphes, avec des musiciens, des plasticiens, des écrivains. On est vraiment sur un champ très très large. Et l'idée, et le cahier des charges qu'on avait donné alors, c'était vraiment de laisser la place aux œuvres, tout en étant un lieu qui soit finalement un lieu accueillant et qui invite le public à participer, ou quelquefois à ne rien faire, parce que je vous parle d'interaction depuis tout à l'heure, mais dans ce lieu-là, on peut aussi juste se poser, observer ce qui se passe et finalement rester là sans forcément interagir. Il n'y a pas vraiment de règles à ça. Donc c'est un lieu qui est, je pense que ça a son importance aussi dans le sujet d'aujourd'hui, qui est ouvert du mercredi au dimanche pour pouvoir à la fois avoir des écoles qui viennent, mais aussi laisser tout loisir aux familles de pouvoir venir sur les week-ends et les mercredis. Et c'est un lieu qui est sans réservation et gratuit, ce qui fait qu'on peut venir tout au long de la journée. On n'a pas un début d'atelier ou un début d'expo. On est vraiment sur quelque chose qui est en continu. Les seules réservations sont pour les espaces pour les bébés. On a un espace pour les bébés qui est le seul espace fermé du centre, puisque sinon tout le lieu est très ouvert. Et dans l'espace bébé, effectivement, on a des réservations de manière à avoir une jauge qui ne soit pas supérieure, ou en tout cas pas trop supérieure à 5 bébés par séance. Voilà. Donc c'est un espace en fait qui est ouvert, on va dire, à tous, puisque finalement, enfin, on est vraiment sur les 0-6 ans. Donc ça, c'est notre public et on crée des œuvres à l'attention de ces publics, mais on a aussi les adultes en fait qui sont avec nous, puisque c'est un lieu qui se vit toujours accompagné. On ne laisse pas ses enfants à Milleformes, on les accompagne et on les accompagne dans la découverte. Donc c'est l'idée vraiment du faire ensemble. Et finalement, les adultes participent autant que les enfants dans ce lieu-là et interagissent finalement autant avec les œuvres. Et pour finir juste, vous avez Milleformes in situ, on va dire, ce qui se passe dans Milleformes au centre de Clermont. Et puis, on propose aussi beaucoup de projets, en fait, à l'extérieur. On fait beaucoup dehors les murs, projets qui se déroulent soit dans les quartiers clermontois, en lien avec d'autres institutions, d'autres associations de la ville, et également plus largement et plus loin, sur des projets qu'on peut aussi coproduire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller aussi au-devant des publics. On a notamment un projet qui s'appelle Les Petites Fabriques de Milleformes, qui itinère, qui a été créé avec l'artiste Fanette Mélier, et qui itinère un peu partout et qui suit notamment là la candidature à la capitale européenne de la ville de Clermont. Voilà, elle suit tout un trajet autour de tout le Massif central. Donc on est aussi vraiment vers l'extérieur. Si ça suscite des réactions, n'hésitez pas. Mais Judith, peut-être sur la question, et j'imagine que c'est question de l'approche du musée par le tout petit dans le projet que tu animes. Oui, merci Cathy. Peut-être je présente un petit peu le musée d'histoire naturelle, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui l'ont visité, enfin j'espère en tout cas. C'est une institution lilloise, un musée municipal comme le Palais des Beaux-Arts, qui vient de fêter son bicentenaire, donc c'est une institution sur le territoire, mais qui, paradoxalement, il y a encore quelques années, était à la fois extrêmement connue d'un certain public, un public familial, mais qui était un peu confidentiel pour d'autres publics. Alors c'était lié à un musée qui n'était pas très visible dans la ville, avec des horaires d'ouverture un peu bizarres, puisque quand je suis arrivée, on était fermé le samedi et fermé entre midi et 2h aussi. Et du coup, il y avait ce côté, fallait pas louper le coche pour réussir à rentrer au musée d'histoire naturelle. Et en même temps, pour le public familial, les gens m'en parlaient avec des étoiles dans les yeux. Ah, j'avais été petit, je me rappelle des monstres dans le coin de la galerie. Et puis certains disaient, mais j'y suis retournée avec mes enfants.
Et certains disaient, j'y suis retournée avec mes petits-enfants. Et donc, voilà, on avait assez vite saisi qu'il y avait des moments où on venait au musée d'histoire naturelle et d'autres où on n'y venait pas. Et je pense que ça a été une première définition pour nous de quels étaient les publics qui venaient et quels étaient ceux qui ne venaient pas. Et du coup, avant de parler des tout-petits, j'ai envie de dire qu'un de nos enjeux aussi, ça a été de faire venir un public qui, paradoxalement, est probablement un public de cœur d'autres établissements, qui est un public d'adultes et de jeunes adultes qui ne se sentaient pas concernés par le musée d'histoire naturelle, probablement en se disant qu'avec tous ces animaux empaillés, c'était un endroit qui était bien pour les enfants, que d'ailleurs il y avait beaucoup d'enfants et que quand on est un adulte, c'est pas toujours très agréable de venir dans un endroit qui grouille. Donc très rapidement, qui grouille d'enfants, non mais c'est vrai, hein, et le musée n'est pas toujours, en plus, en termes d'acoustique, c'est parfois un peu rude pour nos agents notamment. Du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un premier enjeu qui a été aussi de toucher plus largement un public de jeunes adultes et puis d'adultes intéressés par la science et puis intéressés par la connaissance. Et donc, à la fois avec un travail de la communication et un travail de la programmation, et une partie des équipes concernées sont d'ailleurs dans la salle, on a aussi beaucoup travaillé pour aller toucher ce genre de public. Mais je ne vais pas y revenir parce que je pense qu'on fait tous beaucoup de choses dans ce sens. Ensuite, on s'est rendu compte que le public familial, c'était quand même un peu notre public de cœur, puisque quasiment 60% des visiteurs venaient en famille. On avait eu entre 10 et 20% de scolaires aussi. Et donc, voilà, tout ça, mis bout à bout, faisait que près de 60% à nouveau de nos visiteurs avaient moins de 25 ans. Donc, on touchait vraiment cette jeunesse. Mais en même temps, le premier constat, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants étaient un public qui était tellement acquis que parfois, on les accueillait finalement pas bien du tout. Certaines vitrines sont trop hautes, elles sont difficilement visibles. On avait des livrets pédagogiques qui fonctionnent très bien. Mais pour certains publics qui peuvent être intéressés par le musée, et notamment les tout petits, on s'est rendu compte que, évidemment, le lieu était difficilement adapté. Un enfant non marcheur, vous n'allez pas le poser par terre au musée d'histoire naturelle pour qu'il puisse découvrir les choses. Et donc, il est dans les bras d'un parent. Alors, il est tout à fait capable de regarder, de tourner autour dans les bras du parent, tourner autour des spécimens naturalisés, parce qu'on a aussi la chance d'avoir des objets tridimensionnels qu'on présente. Et puis, c'est des objets qui sont souvent familiers pour les enfants, parce que les livres pour la jeunesse sont pleins de descriptions et d'images et de noms de toute une faune, très souvent exotique d'ailleurs, mais aussi parfois du territoire. Mais on se disait que l'enfant était captif. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de rénovation, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on a proposé ça dans le projet scientifique et culturel du musée, de créer un lieu spécifique pour un public de 0 à 3 ans, c'est-à-dire ce public où on se dit, aujourd'hui, le musée d'histoire naturelle, dans ses espaces d'exposition permanents, est encore un petit peu inhospitalier pour l'accueillir. Merci. Peut-être, sauf s'il y a une réaction spontanée, mais Laurence, je sais que le pôle muséal de Mons est particulièrement engagé et travaille à la diversification des publics, et pas que des jeunes publics, parce que c'est vrai que si c'est fort illustré sur cette table, la diversification des publics touche bien sûr un beaucoup plus large panel de visiteurs, mais peut-être nous en parler un peu. Oui, vous m'entendez bien ? Ça va. Je vais quand même juste rebondir quand même un petit peu sur les jeunes publics, parce que c'est vrai que le pôle muséal de la ville de Mons, c'est plein de musées différents, hein, il y a plein de thématiques, mais il y a surtout le musée des Beaux-Arts de Mons. Et dans ce musée, donc, il y a le constat pour les jeunes publics, c'est en effet un musée, ça peut être très impressionnant pour un jeune enfant. Et il y a 15 ans d'ici, il y a le service éducatif qui est Dina Musée, dont la responsable est d'ailleurs dans la salle ici, qui a mis en place justement un espace spécifique pour ces enfants, donc, qui s'appelle le caisson sensoriel. Et l'idée, c'est un peu de créer un mini-musée à hauteur d'enfants,
Les enfants rentrent dans cet espace qui est un espace vraiment cocoon, douillet, avec du tapis au sol, avec des coussins. Ils sont en confrontation avec des vraies œuvres d'art. L'idée, c'est pas de faire quelque chose tout à fait à part. Donc, ils sont en confrontation avec ces vraies œuvres d'art, des portraits, des paysages, des œuvres surréalistes, des œuvres abstraites. Et l'idée, c'est que par l'action, par leur, enfin voilà, les enfants deviennent acteurs. Ils vont par l'action essayer de découvrir un petit peu ces différentes techniques, les différents types de tableaux. Et tout va passer aussi par le sens, par les sens. L'idée, c'est que quand ils rentrent dans cet espace, en fait, ils retirent leurs chaussures et on va essayer de leur faire toucher les choses, les faire sentir des choses, pour simplement faire comprendre que l'art, ça se ressent, ça amène des émotions aussi. Donc voilà, ça, c'est un espace qui est vraiment dédié, qui a été mis en place pour des plus jeunes. On a aussi une activité plus d'INA bébé, donc là, c'est vraiment pour les tout petits. C'est un passage, un moment en fait d'échange entre un parent, un grand-parent et un bébé, avec un moment de massage. Donc il y a une animatrice qui s'est formée au massage pour bébé. Et donc les familles, enfin, les parents avec enfants qui viennent à ces activités, ont un moment d'apprentissage de massage pour bébé. Et puis il y a une visite dans l'exposition. Qui est d'ailleurs fermée à ce moment-là au grand public, mais une visite où justement l'idée c'est de présenter l'exposition, mais en allant voir plutôt des œuvres qui peut-être sont très colorées ou en tout cas qui peuvent peut-être amener une émotion ou une réaction du bébé. Et donc voilà, c'est ça un peu deux actions ici qui sont mises en place dans le cadre du plus jeune public. Maintenant, voilà, je vais parler d'un autre projet qui là, on n'est pas du tout sur un public jeune, mais plutôt sur un public qu'on a essayé d'aborder à travers une thématique. En fait, justement, de nouveau au Musée des Beaux-Arts de Mons, on a eu une exposition sur un artiste qui travaillait sur la nature, sur le végétal, sur la flore, et autour, enfin juste à côté du musée, enfin ça fait toujours partie de l'enceinte du musée, mais juste à côté, il y avait un jardin, qui était un ancien jardin public, qui avait été fermé au public, qui n'était plus accessible aux visiteurs du musée. Et dans le cadre de cette exposition, l'idée a été de travailler sur la mise en place d'un jardin en permaculture dans cet espace. Et donc, on a fait un peu appel aux citoyens, aux habitants du quartier. On a créé ce jardin, on a formé ces citoyens à la permaculture. Alors, ce qui est assez intéressant, c'était en fait tous des habitants du quartier qui parfois n'avaient pas de jardin et donc qui retrouvaient un jardin dans cet espace muséal. Ils ont été formés à la permaculture et ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ce jardin. Ce qui est intéressant, c'est que ces habitants, finalement, aujourd'hui, se sont créés ont constitué une association de fait. Ils sont presque indépendants, ou en tout cas autonomes dans ce jardin, mais finalement, ce jardin redevient un lieu de vie. Et ce qui était très intéressant quand finalement... voilà, ils venaient travailler dans le jardin le week-end, donc ils se retrouvaient finalement entre eux, c'était assez intéressant. Mais aussi, c'était des gens qui n'avaient peut-être jamais poussé les portes du musée. Et surtout, c'était un moment où, quand ils étaient dans le jardin, le public du musée sortait. Donc, le jardin était accessible au public. Les visiteurs sortaient et il y avait des échanges incroyables qui se passaient dans le jardin. Des échanges sur l'art, sur la permaculture, sur le jardin. Et donc, on a vraiment recréé cet espace, un espace de vie au sein même du musée, de l'enceinte du musée. Et en même temps, ce sont des habitants qui sont juste à côté. Donc, c'est vraiment un développement local du quartier où l'habitant reprend possession de l'espace. Et donc, ça, c'était vraiment aussi un projet très intéressant. Il y en a plein d'autres, mais je vais laisser aussi la parole un peu aux autres. Tas de projets. Je retiens l'art est vibratoire, la musique l'est également, plus que tout, même le son. Vincent, peut-être, quand on préparait cette table, vous nous indiquiez que finalement, nos projets, nos actions de diversification devaient viser l'universalité et justement ne pas enfermer telle ou telle catégorie de public, peut-être, quelques mots. Ouais, merci. Effectivement, bonjour tout le monde. Oui, pour rebondir finalement sur ce qui a été dit, et puis peut-être essayer de faire un pas de recul, revenir sur ce qui guide, en tout cas pour l'expérience précise de l'aéronef.
cette politique d'accessibilité, sur quelles idées sources ou idées forces s'appuie-t-elle? Je pense qu'il y a la notion d'autonomie d'une part et puis d'universalité d'autre part. Mon public est-il autonome dans sa pratique par rapport à ce que je lui propose, si on se situe dans une relation un petit peu descendante? Et puis par ailleurs, est-ce que cette proposition qui lui est faite est-elle transposable finalement à tout autre public? Pour revenir sur la manière dont les projets sont nés à l'aéronef avant de peut-être présenter effectivement plus précisément les outils et en l'occurrence ceux qui vibrent, je pense que ça nous ramène à effectivement la vocation citoyenne et sociale de la structure culturelle en général, et il me semble que c'est aussi l'incitation des politiques publiques de manière générale qui nous guident dans ces directions-là et doivent nous permettre de faire œuvre de vivre ensemble, je crois. Ensuite, si on s'en tient à une vision plus rationalisée quelque part de la politique en direction des publics, l'idée, en tout cas encore une fois à l'endroit de l'aéronef, mais je pense que c'est certainement le cas ailleurs aussi, c'est de se dire quel éventail d'offres pour quel éventail de public, et c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de trous possible dans la raquette, si vous me permettez l'expression, et encore une fois que chaque offre soit transposable à tout un chacun. Et puis enfin, et c'est pas à négliger, je crois que c'est aussi ce que vous rappeliez en préambule, pourquoi allons-nous dans ces directions? Alors, je ne parle pas là de philosophie, mais d'opérationnalité et de mise en pratique, parce qu'il y a des incitations, parce que, encore une fois, des politiques publiques nous y incitent, parce qu'il y a des appels à projets qui nous permettent de creuser ces directions-là, etc., etc. En tout cas, pour l'expérience de l'aéronef, je sais que ça a bien sûr compté pour aller sur ces questions et sur ces développements. Je ne sais pas si je parle des outils maintenant, peut-être plus tard. On parlera des moyens et des outils et la manière d'atteindre tous ces objectifs. Céline, peut-être, ma collègue, que je te laisse la parole tout de même. Non, mais peut-être nous dire aussi justement à qui parle-t-on, comment parle-t-on au public? Est-ce que aujourd'hui, pour avoir un propos le plus universel ou le plus ouvert possible, quels moyens a-t-on? Alors la question des moyens est très vaste. Effectivement, nous, au service des publics, on œuvre au musée pour accueillir le plus de public possible dans sa diversité, dans son approche éclectique. Alors après, effectivement, on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de limites aussi au musée, de par sa structure. Bruno Girvaud en a parlé hier. C'est un musée qui est impressionnant, qui a une façade aveugle, les portes sont lourdes, donc effectivement, on a beaucoup de richesses à l'intérieur, mais la question, c'est de savoir comment, justement, faire rentrer le public pour que le public puisse bénéficier de la multiplicité de ces richesses. Alors, on travaille en partenariat direct et en lien direct avec des professionnels de la santé, professionnels du champ social, éducateurs, éducation nationale. Donc en fait, la plupart du temps, quand on va à la rencontre des publics, ça passe aussi par une rencontre de personnes avant tout. Et c'est une volonté commune de faire se rencontrer des professionnels de différents domaines. Et là, c'est important aussi de parler de la dimension de la formation, puisque nous sommes des professionnels, effectivement, des musées, mais pas forcément des professionnels d'autres disciplines. Et c'est important, justement, de communiquer, de faire en sorte de rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre pour comprendre les besoins de chacun des publics, de jouer peut-être sur les sensibilités de ces publics, tirer des fils qui peuvent être intellectuels, psychiques, on l'a vu hier avec l'art-thérapie, psychologique, ou même sensitive, sensible, ou des variables affectives même pour le très jeune public, par exemple. Donc, à nous aussi de nous interroger pour ne pas avoir l'impression que nous avons la connaissance et qu'il suffit d'avoir cette connaissance
pour ouvrir les portes du musée et faire rentrer ce public à l'intérieur. Il faut aussi que nous-mêmes, on se repositionne pour savoir quelles sont nos propres compétences et peut-être être amenés parfois à nous interroger sur le cadre de nos formations. Je prends comme exemple le très très jeune public avec lequel nous avons commencé à travailler maintenant il y a plusieurs années, à travers les crèches notamment. Il s'est aperçu qu'on est allé dans les crèches avec peut-être la fleur au fusil, en ayant dans notre besace divers outils qui nous semblaient être adaptés. Et en fait, on ne sait pas qu'on s'est confronté à un échec, mais on nous a quand même remis en question dans notre pratique, dans notre médiation, dans notre façon de nous adresser à ce public très spécifique, là pour le coup avec des besoins ciblés. Donc ça a été un échange aussi avec d'autres professionnels qui nous ont appris. Donc l'inclusion, je pense qu'elle est aussi dans les deux sens. C'est faire rentrer le public, mais aussi accepter d'avoir nos propres limites en termes de connaissances. Est-ce que je rentre dans un cadre précis d'exemple? Sois libre. Ouais. Non, c'est parce qu'on parle beaucoup de jeunes publics depuis tout à l'heure. Et si je rebondis justement sur la question des jeunes publics, nous, on a la chance de travailler dans le cadre d'un projet scientifique et culturel qui est en cours d'élaboration et qui repense le réaménagement des collections. Dans ce cadre-là, on va attaquer la phase 4 de ce PSC à travers le réaménagement des collections de peinture qui concernent tout le premier étage. Et on a décidé, en tout cas la direction a décidé de dédier une galerie entière au jeune public. Ce sera la galerie à hauteur d'enfant. Donc hier, on parlait de vider des salles pour en faire des salles de repos, des salles de méditation ou des salles de vide. Nous, on décide d'en faire une salle clairement dédiée à la petite enfance. Donc c'est une nouveauté, en tout cas pour nous, à savoir mettre, c'est un peu ce que vous disiez, Laurence, par rapport à Mons, c'est confronter le public à des vraies œuvres, mais pas des œuvres mises à hauteur d'adulte, réellement mises à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que les vitrines seront abaissées, les œuvres aussi, on va éviter les barres de mise à distance, tant que faire se peut, le mobilier sera adapté. Nous allons effectivement imaginer une médiation totalement adaptée à travers la possibilité de toucher, sentir, écouter, jouer, interagir. Et là, ce sera finalement à l'adulte de se mettre à la disposition de l'enfant et non l'inverse. Donc l'inclusion, elle est là aussi dans l'échange en tout cas et la possibilité pour l'adulte de lui-même se mettre dans la peau d'un enfant et de faire une expérience immersive, une expérience finalement de musée telle qu'il ne l'aura peut-être jamais faite jusqu'alors. Donc une porosité en tout cas entre les publics sur laquelle nous travaillons. On va peut-être parler de l'universalité des outils après, mais en tout cas on rentre dans ce champ-là. En tout cas bon, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la parole ensuite sur d'autres sujets. Non, la question est vaste. Ça fait transition en fait sur la poursuite. Oui, vas-y. Pardon, mais moi j'ai envie de réagir à ce que dit Céline, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que nous, musée d'histoire naturelle, finalement c'est un peu la posture inverse, c'est-à-dire que c'est le parent qui est de fait au service de l'enfant, parce que l'enfant est quand même souvent prescripteur de la visite. Et d'ailleurs, certains parents nous disent faut venir toutes les semaines au musée. Enfin, je veux dire, parfois ils en peuvent plus. Non, mais et du coup, ça a été vraiment nous le point inverse, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on arrive à proposer des choses où le parent arrive à j'allais dire trouver de l'intérêt. C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais que la visite au musée soit pas juste au service de l'enfant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé sur des expositions où on a essayé d'avoir des thématiques très larges, très sociétales, très universelles,
où évidemment l'enfant a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, où on a des niveaux de langage qui s'adressent de manière très large, mais où il y a une médiation immédiate qui est facile par le parent, le texte est simple, et donc il peut très rapidement expliquer à un enfant non lecteur éventuellement. Et puis on fait beaucoup d'ateliers famille. En fait, de plus en plus, la plupart de ce qui est créé dans notre programmation culturelle, c'est pas des ateliers où on dépose l'enfant et il fait un atelier de découverte de la science ou de pratique artistique, mais pour le grand public, on essaye vraiment de faire des temps où le parent, enfin où l'adulte accompagnant et l'enfant ensemble créent quelque chose. Ça se fait vraiment à 4 mains ou plus. Et voilà, c'était ce que je voulais dire, mais on reparlera après. Mais c'était, voilà, j'avais envie de réagir sur ce sujet parce que c'est intéressant. De deux lieux très proches de la même collectivité et pourtant avec des publics si différents et du coup des problématiques différentes. Alors, ça nous permet de continuer, mais on y arrive finalement à la description et à toutes ces questions. Là, le constat est fait de la nécessité d'approcher différemment. Mais la vraie question, c'est est-ce nous sommes tous suffisamment dotés pour le faire ? Quelles compétences doit-on aller chercher ? On parlait d'échange de savoir-faire et de connaissances. Enfin, voilà. Est-ce que ça vous fait réagir les uns les autres Oui, surtout que là, ce que j'écoute, c'est des projets. Il y a beaucoup de créativité, en fait, dans tous les lieux. Tous ces projets sont très beaux. Il y a quelqu'un qui disait hier quelque chose que j'ai retenu, j'aime bien cette phrase. C'était hier matin un intervenant qui disait que rentrer dans un musée, c'est vivre l'expérience du temps. Voilà, ça je retiens, je la ressortirai, vivre l'expérience du temps. Et je rajouterai par rapport à tous ces projets, ou peut-être par rapport à celui-là, et ça c'est un témoignage, il faut du temps pour vivre l'expérience du temps. Donc tous ces projets-là, ils sont lourds, par exemple pour Fine-Oreille, parce qu'on les inscrit dans la durée, en fait. Il faut du temps pour qu'un enfant, pédagogiquement, puisse acquérir des outils pour ensuite pouvoir figurer dans la programmation de l'Opéra de Lille et se produire en tant qu'artiste. Il faut du temps pour qu'il s'immerge dans l'artistique, il faut du temps pour qu'il comprenne ce qu'un chanteur fait quand il monte sur la scène, quand on l'appelle des coulisses, etc., parce que les enfants voient tout ça. Donc il faut ce temps-là. Et les moyens donc, pour instaurer ces dispositifs sur la durée sont colossaux. Le secrétaire général me disait la semaine dernière que Fine-Oreille, parce que là on parle beaucoup des enfants, mais les parents sont là, les familles sont là, les partenaires sont là. Nous avons des partenaires étant donné que Fine-Oreille est sur les 3 temps de l'enfant, le scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire. On a des partenaires qui sont des écoles. Chaque semaine, je vais dans un atelier et je rencontre la directrice et l'enseignant est avec moi pendant 1h30 qui regarde et qui voit l'évolution de ces enfants-là qu'il connaît d'une certaine manière et que par la pratique, il découvre d'une autre manière. Il y a donc des centres sociaux, enfin les partenaires sont vraiment des communes, etc. Donc, il y a cette expérience qui doit s'inscrire dans le temps. Ce que me disait le secrétaire général, c'est que Fine-Oreille est une sorte de cheval de Troie pour l'opéra. C'est-à-dire que par ces enfants-là, des parents arrivent dans l'opéra, puisque chaque année, les spectacles sont ouverts aux parents, sont gratuits pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour les parents, les 10 et 11 juin de cette année. Et les parents viennent voir leurs enfants aussi sous un jour qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ces enfants fiers d'être sur la scène de l'Opéra de Lille et qui reviennent chez eux avec des parents qui les regardent avec une banane jusque-là, mais aussi assez interloqués de voir que ces enfants-là sont capables de briller finalement ailleurs que parce qu'ils ont eu une bonne note en mathématiques ou parce qu'ils sont les futurs Mbappé voilà. Donc il y a des choses, il y a quelque chose d'assez paradoxal par rapport à ça. Donc on parle bien d'enfants et de ces publics parents qui viennent à l'opéra. Et s'ils viennent une fois, s'ils viennent voir leurs enfants une saison, c'est déjà extraordinaire. Parce que ça ne s'inscrit pas forcément dans ce qu'ils avaient coutume de faire, ça ne s'inscrit pas non plus dans la route d'un enfant que de tout d'un coup intégrer Fine-Oreille et acquérir une éducation artistique. Que va-t-il faire de cette éducation artistique ? Peut-être qu'on se posera la question un peu plus après. Voilà, les moyens, ce sont donc des moyens. Déjà, Fine-Oreille, c'est un dispositif au sein de l'opéra, c'est un pôle au sein de l'opéra. Il est au sein du secrétariat général, qui rassemble la direction
direction de la com et le pôle des publics, mais Finoreille a, depuis 2015, par exemple, une administratrice dédiée. Chaque année, il y a un jeune étudiant de Sciences Po qui vient faire l'expérience de Finoreille et qui ensuite fait un mémoire. On attend, Florent, ton mémoire pour bientôt. Mais c'est très intéressant parce que c'est un témoignage aussi. C'est quelqu'un qui est de l'extérieur et qui souvent nous donne des remarques ou nous parle de Finoreille d'une autre manière. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Tout le personnel de l'opéra, toutes les équipes de l'opéra, à un moment donné, retroussent les manches et parlent de Finoreille. L'équipe de production, l'équipe technique, le pôle. J'ai passé 2 heures avec le directeur de la com, avec Agathe Givry, l'administratrice, la semaine dernière. Il nous a posé des questions bien précises. Moi, en tant qu'artiste enseignante, on ne m'avait jamais posé ce genre de questions. Comment veux-tu communiquer, en fait? Donc tout ça, toutes ces forces de l'opéra, en fait, sont aussi amenées à un moment donné à s'occuper de ce bébé Finoreille, de ce bateau Finoreille au sein de l'opéra. Au départ, également, le projet, il a dû être pensé. Certes, les ministères, la DRAC, en fait, nous demandent aux institutions d'aller vers ce genre de projet, mais enfin, il faut le penser, le projet, au départ. Donc, Caroline Sonrier me racontait qu'au départ, elle est allée s'inspirer de Covent Garden, donc l'opéra Covent Garden, qui est allé, lui, créer un atelier de décor dans une zone complètement, un territoire défavorisé. Et à l'anglaise, évidemment, quand les salariés sont venus pour fabriquer les décors, etc., allez hop, on a dit on va créer un chœur, et puis les enfants, allez hop, une fois par semaine, viendront de là où ils sont, et puis les enfants ne venaient pas, parce que, en fait, voilà. Et donc la directrice qui a créé ce chœur allait toquer à la porte des parents, sonner à la porte en disant mais on n'a pas vu votre enfant aujourd'hui. Non, j'étais malade, j'ai pas pu. Ok, d'accord. La semaine d'après, taxi, et l'enfant arrivait sur le lieu de la répétition. Caroline Sonrier a envoyé des taxis dans tous les Hauts-de-France pour aller chercher. Alors c'est un peu plus gros qu'un taxi parce qu'ils sont 340, donc c'est des bus qui sont envoyés chaque semaine, enfin pas chaque semaine, chaque fois qu'on fait des rassemblements tout petits que j'appelle, c'est-à-dire 150 enfants, puisqu'ils sont divisés en 2 castes, on va dire, cette année, qui arrivent, et donc des bus qui déposent ces enfants au pied de l'Opéra de Lille, par exemple, ou au pied des salles partenaires qui nous permettent aussi de répéter avec un si grand nombre d'artistes en herbe sur le plateau. Voilà. Les engagements sont multiples et dans chaque équipement, dès lors qu'un projet se met en œuvre, peut-être tous, je pense, vous avez un exemple à citer de co-construction. Je pense aux artistes créateurs pour Mille Formes, Sarah, ou pour l'école d'ingénieurs, pour le projet Totem, Vincent. On parlait de musicothérapie à Mons, d'art de yogiste. Je pense que tous, peut-être, vous pouvez rebondir sur toutes ces compétences que vous avez dû aller chercher pour construire avec vous et peut-être approcher autrement la proposition et l'offre au public. Vincent. Allez. Oui, je peux vous citer 2 initiatives en particulier qui vont rendre les choses peut-être un peu plus concrètes. Sur le volet accessibilité à la pratique artistique, on s'est associé à un facteur d'instrument qui s'appelle Michael Fourcade, qui est dans le sud-ouest, mais qui a sévi un peu partout dans les Hauts-de-France aussi. Un facteur d'instrument, facteur d'orgue, qui nous a développé, avec l'aide de la DRAC, ce qu'il nomme un orgue sensoriel. Alors, c'est pas un exemplaire unique, il y en a quelques-uns qui se promènent dans la région et en France, donc vous en avez peut-être entendu parler. Très concrètement, c'est un ordinateur qui est connecté, donc, dans lequel on implante différents sons, auxquels sont raccordés différents types d'interfaces qui vont avoir pour vocation de simplifier à l'extrême le geste musical, le geste qui très concrètement va produire la musique. Et par ailleurs, magie de l'informatique, on va forcément, on va faire en sorte que ce qui va être enclenché au niveau sonore va s'inscrire dans une gamme et va permettre de jouer juste. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Alors vous me direz... voilà où est la plus-value, mais la plus-value, en fait, elle est tout simplement, encore une fois, dans, je pense, la force de l'expérience et le moment musical qui se vit individuellement, mais qui peut se vivre aussi collectivement à travers cet orgue sensoriel, puisque un ordi source, plusieurs interfaces,
on peut lancer une bande son, quelle qu'elle soit. On peut aussi s'amuser à faire de la création sonore, aller capter un environnement parce qu'on va être en train de faire un travail dans une structure, etc. Et puis, par-dessus ça, par-dessus cet aplat sonore, eh bien, venir déclencher d'autres sons. Je ne sais pas si c'est à peu près parlant ou pas, mais en tout cas, voilà, ça c'est assez puissant. Et j'en reviens à cette histoire d'universalité qui est quand même fondamentale, et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ce que je disais aussi en réunion de préparation, c'est que, bien sûr, si vous êtes polyhandicapé très sévère et que vous ne pouvez plus bouger que le bout de votre petit doigt, vous pourrez, a priori, pratiquer de cet orgue sensoriel. Mais si voilà, vous êtes en pleine possession de tous vos moyens et que vous vous prêtez au jeu de l'orgue sensoriel, il y a fort à parier que vous passiez un bon moment, un moment de partage musical qui s'avère assez exaltant. Évidemment, on peut aussi mixer les différents publics. Donc voilà l'exemple d'un outil qui, en tout cas sur le papier, nous on l'a depuis peu, donc on n'a pas encore eu beaucoup d'expérience avec ça. On a la volonté de mener nos propres projets avec cet instrument atypique, mais aussi de le faire circuler à travers différentes structures culturelles qu'il faudrait s'en saisir. Donc ça, c'est le premier projet, mais j'ai été un peu long. D'un mot sur un rapide mot sur le projet Totem. Pardon. Ouais, le projet Totem qui est voilà, développé depuis plusieurs années maintenant en partenariat avec l'école d'ingénieurs Junia à Lille et l'association Musique Pissour, donc qui va s'appuyer sur comment rendre la musique live accessible aux personnes sourdes. En fait, il y avait un préalable que vous connaissez peut-être aussi qui s'appelle les subpacks, c'est des espèces de gilets vibrants qu'on enfile qui répondent en vibration à l'intensité générale du concert et de la musique. Donc, pour le dire vite, de manière assez peu précise. Il y a beaucoup de sons, ça vibre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sons, ça vibre pas beaucoup. Là, l'objectif, c'est d'aller dans quelque chose de plus fin. Et les capteurs vibrants du projet Totem, donc, que nous développe cette école d'ingénieurs, vont être inféodés, vont être captés sur une tranche de la table de mixage. Donc, très concrètement, vous pouvez avoir la vibration qui est émise par le jeu de la guitare. Et puis, dans une autre main, vous allez avoir la vibration qui est émise par la cymbale ride de la batterie. Voilà, on peut décomposer les choses comme ça de manière plus fine. Et on a différents concerts tests pour tester en fait la mise en œuvre de ce dispositif et puis le rendre toujours meilleur si possible. Concert test ce soir à l'aéronef, messieurs, dames, voilà, autour de la Mademoiselle K, où le dispositif donc sera en place. Et ce qui, d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce qui a été dit, nous amène à bouleverser nos habitudes. Donc il faut aller récupérer la fiche technique du groupe, savoir dans quel sens ça va pouvoir se brancher, etc., etc. Et la médiation avec les publics, comment est-ce qu'on aborde la chose, etc. Donc sachant que nous, le souhait, c'est d'avancer en globalité sur ces temps-là. Un concert test, c'est ces dispositifs vibratoires, mais on sort quand même nos bons vieux subpacks. Et puis par ailleurs, on fait des ateliers de médiation sur la vibration sonore. Et puis en général, et ce ne sera pas le cas ce soir parce qu'on a un imprévu de dernière minute, mais il y a le concert est chansigné, donc traduction LSF. Voilà. Je vais arrêter là. Peut-être rebondir sur la relation aux acteurs avec qui vous collaborez, vous construisez ces propositions. Peut-être dans le cadre de la co-construction, peut-être rapidement évoquer aussi le champ des compétences. On parlait des nôtres tout à l'heure, mais il faut peut-être aussi faire appel aux compétences de nos partenaires. Et j'ai un petit exemple d'une co-construction qui s'est faite dans le cadre toujours du projet scientifique et culturel, dans le cadre du réaménagement des collections Moyen-Âge-Renaissance. On a travaillé avec 2 lycées professionnels. Un lycée professionnel de la métropole lilloise spécialisé en art du textile, art de la mode, et un autre autour de la menuiserie, dans section bois menuiserie. Et on a travaillé avec eux dans le cadre d'un contrat de partenariat, en fait, pour une mise en œuvre d'outils pédagogiques de médiation. Avec le lycée professionnel art de la mode, on leur a demandé de réaliser une quinzaine de costumes dédiés aux enfants, enfin pour les enfants, des costumes issus de la mode médiévale, donc en lien direct avec nos collections, et des jeux médiévaux pour la partie menuiserie, donc des jeux en bois, qui sont maintenant des
outils pérennes pour le musée, dont on se sert dans le cadre de visites famille ou de projets dédiés aux scolaires. Mais ce qui est très beau dans ce partenariat, c'est qu'on a fait appel à des élèves qui ne sont pas du tout des élèves qui se sentent légitimes au musée. La question de la légitimité est importante, on l'a déjà évoqué hier. Et en s'appuyant sur le savoir-faire de ces élèves, en s'appuyant sur leurs compétences, on s'est aperçu qu'il en émanait de ce projet une véritable fierté. Une fierté d'avoir œuvré pour nous donner des outils, pour nous proposer justement de jolis objets, parce que je vous invite à venir découvrir à l'occasion ce qu'ils ont réalisé. C'est vraiment de toute beauté. Ils y ont mis tout leur cœur et ça c'est important puisque ensuite ils ont poussé les portes du musée en découvrant les collections peut-être autrement, mais aussi en étant peut-être plus à l'aise avec notre univers qui leur semblait a priori totalement fermé, voire même hostile. Donc on a fait un pas vers eux, ils ont fait un pas vers nous, et je pense que là, dans le cadre des compétences partagées, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, alors par rapport à justement tout ce qui est co-construction de projets, c'est sûr que voilà, les compétences en interne, elles sont quand même limitées. On est fort polyvalent, mais on ne sait quand même pas tout faire. Et donc ici, c'est vrai que nous, on a commencé à faire on a expérimenté des visites particulières où justement on s'est associé à d'autres compétences, notamment d'une yogiste, d'une musicienne. Et donc les visiteurs vivaient une expérience tout à fait différente face aux œuvres. Les expériences qui ont été testées en tout cas étaient plutôt face à des peintures. Ça a super bien fonctionné, vraiment le dialogue avec les trois compétences, finalement celle du musée, de la yogiste et de la musicienne, ont créé vraiment une expérience de visite tout à fait particulière pour les visiteurs. On a aussi une prochaine exposition qui va être plus sur de la sculpture. On aimerait bien s'associer à un danseur ou une danseuse ou à des personnes qui travaillent plus sur le mouvement ou le corps, comme par exemple des personnes qui font du tai chi ou du qigong. Et donc c'est des expériences qui amènent des expériences de visite en tout cas différentes, mais où on fait appel à des compétences autres pour co-construire ces visites particulières. Et c'est sûr que voilà, c'est très très riche, aussi bien en interne dans les institutions que pour le visiteur évidemment qui vit quelque chose de tout à fait différent. Je fais court. Alors sur Milleformes, on est, c'est un peu particulier peut-être par rapport aux diverses propositions puisqu'on est sur la production d'œuvres, donc on travaille vraiment en direct avec les artistes pour construire vraiment des projets qui sont adaptés aux tout petits, et ces artistes souhaitant être vraiment au cœur même, on va dire, de la proposition pour les tout petits, souhaitent quelquefois se faire accompagner. Et pour citer un exemple, en fait, on a travaillé donc en coproduction avec le Centre Pompidou, avec Catherine Boireau, que vous verrez cet après-midi, sur une production qui s'appelle La Maison Magique d'Adrien Rovero. Et Adrien est designer, et quand on lui a proposé le projet, on lui a demandé de proposer un dispositif qui soit à l'attention vraiment des 0-6 ans, de ne pas faire en fait des quarts d'âge, pas 0-24 mois et 2-6 ans comme on peut quelquefois le faire. Et pour ça, en fait, il nous a demandé à être accompagné pour comprendre comment un tout petit évoluait et comment il pouvait s'adapter au mieux au tout petit. Et on a travaillé sur toutes nos réunions avec un chercheur qui s'appelle Norbert Maillon-Kipinou, qui est chercheur en sciences cognitives, pour pouvoir l'accompagner vraiment dans sa recherche à lui, accompagner sa création et amener à créer la Maison Magique. Et l'idée de la Maison Magique, en fait, c'est de détourner tous les usages d'une maison
Donc ça a été le projet d'Adrien. Donc c'est une maison, petite maison, dont tous les usages sont détournés et qui a été vraiment pensée. Là, avec un chercheur, on s'accompagne aussi. À Milleformes, vraiment, les artistes ont une présence très très forte. Ils forment l'équipe de médiation. Ils forment l'équipe de médiation à certains des dispositifs quand ils sont créateurs du dispositif, mais ils forment aussi l'équipe de médiation dans nos recherches, puisqu'on travaille beaucoup sur notre expérience à Milleformes et la manière dont on fait le lien à l'œuvre dans ce lieu-là. Et par exemple, on s'est accompagné l'année dernière d'un danseur, Thierry Lafont, pour travailler. Alors là, on a des séances tous les jeudis soirs avec l'équipe de médiation. Et là, c'était une fois tous les 2 mois, on travaillait sur notre posture, sur comment être au mieux face à nos publics. C'est-à-dire, comme vous le savez, quelquefois, on est face aux tout petits, on est assis, on est à genoux, on doit toujours être plutôt bien. Je parle beaucoup, moi, d'être vraiment en présence dans le lieu, d'être là quand on est face à nos publics. Et finalement, on a travaillé ça dans le corps avec ce danseur. Et tout au long de l'année, on a travaillé sur tout ça. On va travailler sur la voix aussi. Donc, on s'accompagne aussi des présences artistiques pour pouvoir nous former. Je rebondis sur les formations. Et c'est vrai que, juste pour faire le lien avec ce que tu disais, je pense aussi que quelquefois, on est aidé, on a des formations, mais il faut aussi quelquefois vraiment se faire confiance et vraiment retrouver un peu, nous aussi, notre part de sensible pour pouvoir voir ce qui fonctionne ou pas avec les tout petits et voir comment une œuvre est ressentie. Et quelquefois, il nous faut faire des pas de côté et on les fait de manière à ce qu'elle soit aussi appréhendée au mieux. Donc c'est vraiment nous aussi nous remettre dans cette part-là de sensible. Et ça prend du temps, justement, puisqu'on est vraiment dans l'observation et ça prend plutôt du temps pour nous parce qu'au final, alors nous, notre public s'immerge très directement dans les œuvres et quelquefois de manière un peu active, ce qui peut nous déstabiliser aussi et déstabiliser l'équipe de médiation. Mais nous, c'est plutôt... nous, on prend ce temps-là, en tout cas, pour observer, ressentir ce qui se passe et pouvoir en discuter après et remanier. Et ça, je pense aussi que c'est important pour être au plus proche, justement, de tous ces publics dont on parle. Et du coup, pour continuer sur la question des tout-petits, donc peut-être pour replacer le contexte, le musée d'histoire naturelle est aujourd'hui engagé dans un projet de rénovation très ambitieux, avec une rénovation du bâtiment et une augmentation assez conséquente des espaces publics. Excusez-moi. Pardon. Augmentation de l'exposition des salles d'expo temporaires, création de nouveaux lieux de programmation, avec une rénovation du bâtiment qui va être portée, je le dis en 2 mots, par l'architecte Snow-Eta, qui a fait notamment l'Opéra d'Oslo, mais aussi qui a participé à la rénovation du musée Carnavalet, qui travaille actuellement sur la rénovation du musée de la Marine. Et donc, dans ce projet, on a souhaité créer un espace pour les 0-3 ans, qui s'appelle le Nichoir. Et évidemment, un projet, vous avancez sur plein de sujets en parallèle. Et donc, c'est finalement à partir du mois d'avril qu'on a on est vraiment rentré dans le dur de la programmation muséographique de cet espace. On avait jeté des grandes lignes, des ambitions. On disait les enfants allaient découvrir les animaux, la nature. Ils allaient voir des vrais spécimens. On veut que ce soit un espace muséal réellement, mais dans un lieu qui va être adapté, comme je disais tout à l'heure, plus hospitalier que le reste du musée pour les accueillir. C'est un projet qui a été porté par une muséographe qui a rejoint l'équipe du musée spécialement pour ça et à qui on a demandé de travailler de manière la plus partenariale possible. Et donc, effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris son bâton de pèlerin et elle a été voir les lieux, notamment d'accueil de la petite enfance, les LAP, lieux d'accueil enfants-parents, les crèches, et puis les rames. Et puis, on a aussi rencontré nos collègues de Univers Sciences, la Cité des Sciences, le lab de la Cité des Bébés, qui est aussi un espace d'accueil pour les tout-petits. Alors, c'est les 0-24 mois dans leur cas, pour comprendre un petit peu quelles étaient les ambitions, qu'est-ce qui était mis en place. On a aussi travaillé avec
une scientifique qui nous accompagne de façon générale sur le projet de rénovation, qui est Cora Cohen-Azria, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation et qui est spécialisée sur la question des enfants au musée et qui, du coup, voilà, nous a aussi apporté un regard plus, j'allais dire, théorique sur ce point-là. Et puis, voilà, on a travaillé ensemble pour se dire quelles étaient les ambitions du lieu entre un LAP, entre un lieu muséal. Alors, on a fait beaucoup de tâtonnements et c'était intéressant en même temps. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous. Et donc, voilà, au final, aujourd'hui, on a défini un espace qui est donc un espace muséal avec des collections, alors qui vont être protégées, à la fois protégées pour que les enfants ne les touchent pas, mais aussi parce que dénaturalisation, c'est produit avec beaucoup de produits chimiques qui sont nécessaires dans le tannage, et on ne veut pas qu'il y ait des composés organiques volatiles qui puissent être nuisibles à l'enfant aussi. On a eu ce soin dans cette réflexion. Un espace qui est traité, comme vous le disiez, on enlève les chaussures, parce que si on veut avoir des enfants non marcheurs, il faut que le sol soit adapté. Et avec toute une série de dispositifs, d'objets de collection qui permettent de comprendre un petit peu la diversité du monde animal. Donc l'enfant à cet âge-là, c'est aussi l'acquisition du langage. Donc c'est regarder, c'est nommer des animaux, nommer des parties du corps, regarder ce qu'on mange, regarder comment on fait des déjections. On a intégré d'ailleurs un espace sanitaire spécifique dans cet espace, parce que finalement, bien accueillir un public, c'est aussi satisfaire tous ses besoins, et donc où il y aura des petites toilettes pour les enfants qui sont en acquisition de la propreté. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a eu écrit tout ce programme, on a réuni en fait tous les partenaires qui nous avaient accompagnés et avec qui on avait discuté de manière individuelle pour leur présenter le programme muséographique. On a aussi invité des parents de jeunes enfants en se disant que alors ça n'allait pas être nos publics à la réouverture puisque le musée va fermer pour travaux et cet espace sera livré fin 2025. Donc les enfants qui y joueront sont pas encore conçus en fait. Mais voilà, pour voir un petit peu est-ce que ce qu'on proposait pouvait répondre à ce qui étaient leurs attentes actuelles. Et sur cette base et sur je dirais plutôt un plébiscite, on est parti. Et donc rendez-vous fin 2025, début 26. Les minutes filent inexorablement. Pardon, j'arrête. Les sujets sont nombreux, les projets sont nombreux, mériteraient peut-être encore plus de temps, mais vous avez toutes les références de chaque projet dans le programme, donc n'hésitez pas à vous y référer. On va quand même essayer de prendre une ou deux questions. J'en ai peut-être dans la salle, si ça se présente. Oui. Si un micro peut être passé. Bonjour. Diversifier des publics, ça veut dire faire cohabiter des publics qui ont des codes, ne pas applaudir entre les mouvements, ne pas parler devant les tableaux, ne pas poser des questions bêtes. Ça, c'est intimidant s'il n'y a pas que la culture qui est intimidante. Pardon. C'est un paramètre que vous intégrez, faire cohabiter ces publics qui ont les codes et ceux qui ne les ont pas. Et comment vous le faites, si vous le faites, par exemple, en sensibilisant des gardiens de salle ? Est-ce que les parents... Alors, moi, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont... ils n'applaudissent pas, enfin, ils n'interrompent pas, parce que, par exemple, quand il s'agit d'un opéra, on sent bien qu'on est pris par l'histoire, et voilà. Ce qu'on n'a pas réussi à enlever, c'est à la fin, quand les enfants sortent de la scène et qu'ils voient leurs parents, il y a ça, comme ça fait pas très professionnel, on a eu beau leur dire, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il faille donner une éducation à ces publics. À la limite, même s'ils manifestent quelque chose, qui n'est pas dans l'habitude des publics de l'opéra, tant mieux. Tant mieux, on n'est pas là pour les brider, etc. Moi, je trouve des fois que le public de l'opéra est un peu trop calme, alors ça dépend où. mais c'est pas...
il n'y a pas tellement... vous alliez continuer? Oui, je vais repréciser ma question. C'est plutôt sur les publics qui ont les codes, qui, eux, peuvent être gênés. On a tous fait l'expérience pour les parents de venir dans un musée, même quand on est habitué avec des enfants, et on voit que ça dérange. Ça a été abordé d'ailleurs lors d'une table ronde hier. Des publics plus habitués, puisqu'on ne parle pas devant un tableau, par exemple, ou on n'applaudit pas à l'Opéra de Paris, c'est peut-être pas à Lille, mais à l'Opéra de Paris, par exemple, applaudir, on sent tout de suite qu'il y a une pression. Non, ils applaudissent pas, ils sifflent. À l'Opéra de Paris, c'est pas mieux. Hein. Donc, d'ailleurs, voilà, c'est pas toujours ces publics-là. Pour les artistes, moi j'ai chanté sur scène, c'est pas toujours le meilleur public pour les artistes. Donc, oui, vous disiez les faire. J'étais l'année dernière, j'ai vu Inukshuk, qui était un spectacle qui avait été une commande à Julien Dacier, qui est un compositeur de musique contemporaine. Et donc, le samedi, il y avait derrière moi, je pense, des personnes qui étaient un public habitué de l'opéra. Et ce que j'ai plutôt entendu, c'est c'est que vraiment, voilà, on ne sous-estime pas ces enfants. Et on leur fait faire vraiment des choses absolument extraordinaires. C'était plutôt ce qu'ils voyaient sur scène et le fait qu'en effet, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour ces enfants, mais aussi pour les parents de ces enfants, parce qu'on a dit que la reconnaissance que ces enfants peuvent avoir au sein de leur famille, d'avoir participé à un spectacle d'envergure, on va dire, il est quand même inscrit dans la programmation de l'Opéra de Lille. C'est ça, en fait. C'est que j'ai perdu un petit peu le fil, mais... Il n'y a pas besoin de faire cohabiter. Je trouve que ce public des habitués réagit pour moi plutôt bien, en tout cas de ce que j'ai vu, je viens d'arriver dans ce projet, réagit plutôt bien en tout cas à ce qu'il voit sur la scène, c'est-à-dire des enfants sans sélection. Est-ce qu'ils savent? Je pense que le public sait que ces enfants sont issus de quartiers prioritaires, etc. Donc ce n'est pas des enfants qui viennent, les parents ne viennent pas non plus. Et chacun assiste à quelque chose qui est un spectacle d'envergure avec donc une sorte de, moi je dirais, de satisfaction de ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait quelque chose qui ne se mélange pas dans la salle. La question, c'est plutôt, ce public des habitués, il est là, il va revenir. Et le public, par exemple, de tous ces partenaires, de tous ces parents d'enfants, qui viennent une fois, peut-être 2 fois, parce que les enfants fine-oreille, par exemple, on espère, on n'oblige personne, on n'a jamais poussé personne à rester ou à monter sur une scène. Mais ces parents-là, ils vont venir plusieurs fois. Ils vont aussi être invités par le pôle des publics à venir voir d'autres spectacles. Cette année, on leur a dit, votre enfant va vous inviter. Un enfant invite un parent à venir voir Falstaff. Voilà. Donc, Adalta aussi, qui est un spectacle de danse. Donc, les parents vont venir aussi voir, en fait, une autre partie de la programmation de l'Opéra de Lille. La question, c'est plutôt... c'est un peu ce que... C'est fini. La question, c'est plutôt comment est-ce que tous ces dispositifs, comment est-ce que tout ce qu'on fait, on ne sous-estime pas les enfants, on leur donne une pratique exigeante, vraiment, on leur donne le goût de l'effort à travers la pratique musicale. Comment est-ce que cette chose-là, ensuite, qui arrive dans les familles, comment est-ce que ces familles, ensuite, vont réagir à ça et quel public de demain on est en train de fabriquer, entre guillemets, à travers ces dispositifs-là? Ça, c'est une question. C'est pas un témoignage. Merci Christine. Donc, nous avons plus que volé les 5 minutes de retard que nous avions pris au début, malheureusement. Merci à tous, en tout cas, pour vos témoignages et votre participation. Voilà. On va passer la parole à un témoignage du public maintenant, autour de la question de la diversité. Alors, on va quitter la scène. Au revoir à tous. Et bonne matinée.